Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Alors sachez que je pense que je n'ai jamais eu autant de livres à vous présenter depuis moult et moult mois. Ça s'explique pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que le mois de mai, c'est toujours un mois qui est assez chargé en termes de lecture, notamment parce que je fais des salons où il y a beaucoup d'auteurs. Aussi parce que je suis allée en Angleterre, donc j'en ai profité pour remplir un petit peu la bibliothèque de livres en anglais. Et avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler les deux petites dates au mois de juin. La première, c'est Redon, donc en Bretagne, dans un cloître, un petit festival qui s'appelle Les Mystériales. Et la seconde date en juin, c'est donc le Salon du Livre à Honfleur. Alors Honfleur, c'est une ville très très connue en Normandie, en bord de mer, à côté de Deauville et ce genre de choses. Il y a un petit salon du livre, petit salon, il y a quand même plus de 70 auteurs je crois, dans la halle au sel, la halle au grain, dans une halle, voilà, en plein village. Et on commence tout de suite. J'ai des choses à vous montrer, asseyez-vous, prenez un truc à boire parce que la vidéo va être longue, je vais sûrement encore parler 20 ans. Le service presse n'est pas du tout la lecture moindre de ce book haul. Au contraire, je suis très très contente de l'avoir reçu parce que déjà c'est un texte que j'ai déjà lu, mais que j'ai adoré et que cette édition... Voilà. Christian Bourgois m'a dit, mais est-ce que vous voulez le recevoir? Mais ce n'est pas une question, je le veux, voilà. C'est donc Beren et Lucienne, l'édition reliée chez Christian Bourgois, avec la traduction de Daniel Lauzon, Hélène Rio et Adam Tolkien. Donc on est sur cette magnifique édition. J'adore les éditions de chez Bourgois parce que j'adore le papier et notamment leurs éditions reliées ont un papier de qualité. Je vais pas perdre le petit mot de l'éditeur, mais c'est une édition illustrée, voilà, en plus. Donc par Alan Lee, on ne crache pas sur la qualité de l'ouvrage. Donc Beren et Lucienne, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette édition, alors je l'ai déjà en grand format chez les éditions Christian Bourgois, il faut que je fasse le comparatif si c'est une réédition d'un texte qui a déjà été publié, donc celui que j'ai déjà, ou si c'est une nouvelle traduction et ce genre de choses. Beren et Lucienne, un des textes les plus beaux, hein, c'est une... on pourrait qualifier ça de romance, mais c'est pas tellement ça, parce que c'est une histoire aussi épique. Au-delà de l'amour de Beren, un humain, pour Lucienne, une elfe. Et ça se passe dans un âge où Morgoth, le grand méchant de la Terre du Milieu, règne. Et il y a une histoire encore avec les Silmarils. Hein. C'est une histoire qui est déjà présente dans le Silmarillion, mais là, vous avez tous les formats racontés, tous les formats disponibles. Il y a de la prose, du chant aussi. Voilà, il y a vraiment l'histoire qui est racontée de différentes façons, parce que Tolkien n'a pas écrit une seule version de ces histoires. Ils ne peuvent pas vivre leur amour parce que c'est interdit, surtout qu'elle vient d'une condition assez haute, notre chère Lucienne, et pour prouver un peu au père qu'il mérite tout ça, qu'il mérite sa fille, Beren va décider de voler les joyaux des Silmarils à Morgoth qui a en possession. Et malheureusement pour lui, ça va pas se passer comme il pense. Ce livre est la contre-preuve du mensonge qu'on entend souvent sur Tolkien, sachant que c'est sexiste. Voilà, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas lu l'univers en entier, mais sachez que Lucienne est un peu la elfe badass numéro 1 du texte, et c'est un texte magnifique. Le livre est imprimé en Europe, en Italie, et ça fait plaisir parce que si on peut au moins éviter l'impression asiatique, on va dire, sur les reliés, ça serait quand même assez cool. Et il est à un prix de 30 €. Voilà, pour ceux que ça intéresse, les collectionneurs et les grands amoureux de Tolkien, c'est un très très beau cadeau à faire pour le coup. Voilà, je vous le glisse là, si vous savez pas quoi offrir à votre dulciné. Voilà. Alors, on va passer ensuite à donc un petit cadeau. Petit cadeau, je remercie Barbara si elle est là aujourd'hui, qui est aussi dans l'univers de Tolkien. Il faut savoir que j'ai une petite passion, un petit secret. Je collectionne les éditions, on va dire, du Seigneur des Anneaux, mais au-delà de ça, je collectionne pas mal d'éditions de Tolkien en France. Et notamment, j'ai une passion particulière pour les éditions extrêmement moches. Voilà, vous m'envoyez des photos, vous me rendez jalouse, voilà, avec vos éditions horribles. Et Barbara m'a proposé cette édition, quoique très moche, en plus avec une couverture qui n'est pas du tout pertinente. Et c'est drôle parce que ça, quand tu vois la date d'édition et tout, ça rentre bien dans cette période où on a vendu beaucoup de dragons et de choses un peu merveilleuses aux enfants, même si les textes ne parlent pas de ça. C'est une édition de Roverandom qui est donc chez Pocket Jeunesse. Alors, vous voyez un magnifique dragon, du moins un dragon très 2000. Voilà, ça fait 13 années 90-2000.
Mais un dragon, alors que dans Referendum, c'est l'histoire d'un petit chiot, c'est pas trop le thème. On a mis Tolkien, on a dit on va mettre un dragon. Tout de suite, le Hobbit, le dragon. C'est une histoire qui répond à une attente. Hein. Le fils de Tolkien a perdu sur la plage son petit chien en peluche. Il a vécu extrêmement mal comme tous les enfants, et Tolkien, pour le consoler, écrit une histoire sur les aventures de ce petit chien qui est parti pour une bonne raison. Mais même s'il me semble qu'il y a un dragon dans l'histoire, ça me fait rire qu'il soit aussi épique comme couverture, alors que Referendum, c'est quand même une histoire assez mignonne, pour le coup. Ça me fait rire quand je l'ai vu. Et c'est vrai il est un peu abominable, ce dragon. On dirait qu'il a mangé quelque chose qui est pas frais. Ensuite, je vais vous présenter mon achat, et unique achat, à Westurland. J'ai été d'une sagesse, même moi je ne me reconnaissais pas. C'est surtout que je faisais des économies pour l'Angleterre, donc je me suis dit il y a un seul livre qui te tente, c'est Peine des mots perdus de Jean Randall Socorro, dont je vous parlerai bientôt en update lecture, qui est un tome disponible chez Argile, une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, mais c'est un peu particulier parce que Peine des mots perdus, même si c'est un livre qui est indépendant, tu peux le lire comme ceci, c'est un livre qui s'inscrit dans l'univers d'un royaume de vent et de colère d'Axel, qui est donc la tenancière de l'auberge où il y a une partie des conflits qui se passent dans un royaume de vent et de colère dans une période historique assez intéressante. Ici, on va suivre Axel donc pendant ses voyages pendant plusieurs années, et notamment lorsque Henri IV l'envoie en mission en Angleterre pour retrouver un sceau qui serait magique et qui serait extrêmement dangereux. C'est un livre qui va autant voyager entre l'Angleterre, les États-Unis, ce qui est construit comme une pièce de théâtre. C'est pas des dialogues à la théâtre, mais il y a des espèces de séquences et de constructions qui rappellent le théâtre. Il y a beaucoup de références à ça. Et qui parlent de périodes historiques assez intéressantes sur la colonisation, par exemple, des Anglais aux États-Unis. Et ça mêle historique comme d'habitude, et ce personnage d'Axel qui est un bout de femme qui était une sorte de mercenaire qui a continué à vivre un petit peu dans ce domaine-ci tout en gérant des enfants et un mari, et donc c'est aussi cette relation au départ et à la culpabilité qu'on peut recevoir avec bien sûr d'autres personnages. Et ce qui est construit comme une pièce de théâtre, c'est qu'il y a une partie qui se passe avant un royaume de vent et de colère. On nous parle rapidement d'un royaume de vent et de colère au niveau de ce qui se passe, mais c'est surtout aussi après. Et donc, c'est les conséquences qu'ont ces différentes choses, mais ça peut être lu séparément, mais je vous conseille quand même de lire Un royaume de vent et de colère avant pour un peu plus apprécier, je pense, l'espèce d'ellipse qui est présente dans le texte. Mais c'était très très chouette. Bon, moi j'aime beaucoup La plume de l'Jean Laurent de toute manière, mais j'ai beaucoup aimé les références, et notamment il y a une référence à Raonoke, je crois que ça se prononce comme ça, qui, moi j'avais découvert ça dans American Horror Story, j'avais fait pas mal de recherches, mais qui est un peu un mystère américain, alors qui est potentiellement résolu aujourd'hui, mais c'est assez intéressant d'avoir toutes ces références, et c'est épique. Et puis les personnages d'Axel, j'ai trouvé ça vachement bien parce que Jean Laurent, il écrit toujours des très très bons personnages féminins. C'est un peu sa force aussi. Mais là, c'est une femme qui, en plus, n'est pas une jeune femme et qui se retrouve confrontée à des questions hyper intéressantes sur son rôle sur son rôle en tant que femme, sur la place de sa famille, sur ses relations avec les autres, et aussi sa relation avec son travail. Et ça, c'est assez chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Peine des mots perdus a été mon petit achat de Westurland. Alors on fait les choses dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'ensuite, après être allée à Westurland, j'étais très fatiguée, pour tout dire. J'étais au bord du précipice, donc j'ai pris une semaine de vacances qui n'était pas prévue, et nous sommes partis 3 jours en Angleterre, et j'en ai profité dans l'espace très très restreint du temps où on est parti de trouver un Waterstone, ce qu'on a trouvé un peu par hasard, parce que vu l'emploi du temps, j'étais même pas sûre de pouvoir acheter des livres. Et j'ai trouvé. Alors, je vais vous présenter un livre que l'on m'a offert, qui est pas forcément un livre trouvable chez Waterstone, et le reste, c'est un petit peu mes craquages. Voilà, mes petits craquages. Le premier livre, ça répond à une passion que j'ai, c'est-à-dire que l'Angleterre souffre énormément de préjugés sur sa gastronomie. Mais nous ne pourrons jamais retirer aux Anglais leur capacité à faire des pailles de qualité, et surtout des scones. Il faut savoir que moi, j'adore les scones. Quand je vais en Angleterre, je ne me nourrirai que de ça. Et donc, ma mère m'a offert Book of Scone donc, de Sarah Mercer, 50 Delicious Recipes and Some Curious Crumbs of History de National Trust. Alors National Trust, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de fondation en Angleterre de patrimoine. Et nous, on passe beaucoup par cette fondation-là pour visiter des choses. Et dans tous les corners, dans tous les petits shops que tu trouves à la suite de tes visites,
t'as des produits qui sont trouvables un peu dans tous les National Trust en fonction de la taille du National Trust, et ces livres sont disponibles un petit peu partout. En fait, le lien avec National Trust, c'est qu'il y a des recettes de scones en lien avec des partie du National Trust. Alors National Trust, on a partout en Angleterre. Donc on a toute une introduction sur l'histoire du scone, ensuite sur la préparation, donc avec des graphismes très très sympas. Le livre est très anglais, j'aime beaucoup. Mais nous avons par exemple, dans le Sussex, il y a un château qui s'appelle Bodiam Castle, qui est un château assez bien fait pour les gens qui aiment l'histoire a priori. Et donc on a la Raspberry and White Chocolate Scones. Donc tu as l'histoire en fait de la nana qui explique un petit peu l'histoire du château et ce genre de choses, et un scone qui est associé. Donc tu as des scones classiques, tu as des scones plus ou moins gourmands, tu as ceux avec les fruits, parce que les Anglais adorent mettre des fruits secs dans leurs scones. Tu y as aussi, ce que je préfère, les scones salés, qui se sont développés. C'est-à-dire qu'on en voyait un peu avant, mais maintenant, les scones au cheese, les scones au fromage et ce genre de choses, c'est assez trouvable, et donc on a des petites recettes. Ça me permettra de faire des scones moi-même, parce que je suis pas très bonne cuisinière, mais je me débrouille en scone pour le coup, et c'est surtout voilà des recettes où on teste des choses, voilà, et j'ai très 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 hâte. Il est très mignon. Dans le Waterstone, j'ai été très rapidement, j'ai été dans un seul rayon, et il y a un livre que je n'avais pas parce qu'il ne l'avait plus qu'en hardback, et donc je n'ai pas pu me l'acheter. Vous allez voir que j'ai acheté beaucoup de livres que je boycotte en France parce que je n'aime pas trop enfin pas du tout la maison d'édition en question qui les publie, donc je les achète en anglais pour éviter de moi personnellement de reverser des sous à cette maison d'édition. Soit maintenant je passe voilà par la lecture anglaise, soit je passe par la littérature poche. Le premier c'est God Killer qui me faisait de l'œil depuis au moins sa sortie, parce qu'il avait assez tourné sur les réseaux sociaux. J'aimais énormément la couverture, parce que moi on me met des cerfs, un truc comme ça, moi je suis hypée. God Killer c'est donc j'ai lu 50 pages pour l'instant. C'est l'histoire d'une nana qui s'appelle Kison, qui a son père et sa mère, et surtout son père était une sorte de protégé d'une déesse. Ils vivaient en bord d'eau, et ils vivaient assez paisiblement, ils étaient aimés de cette déesse et ce genre de choses, et il y a un jour ça se passe très très mal. Au fur et à mesure, sur son île, il y a un autre dieu qui est plus à apparenter au feu qui s'installe, et qui convainc les hommes de suivre ses préceptes, jusqu'au jour où il va retourner les hommes contre cette famille-ci, et ils vont massacrer la famille de cette jeune fille. Son père va se sacrifier pour elle, va même passer un pacte avec la déesse en question, parce qu'elle ne peut pas les sauver, ils sont beaucoup trop loin de l'océan. Et Kison s'est juré de se venger de tous les dieux, alors que en grandissant, il y a des nouvelles lois qui ont été établies dans un royaume où on interdit toutes les apparitions des dieux. C'est-à-dire que les dieux, ils apparaissent un peu, voilà, au fur et à mesure, ils grossissent, ils sont liés à ce qu'on appelle des sanctuaires, des sortes de sanctuaires, des sortes de tombeaux. Et Kison, en fait, c'est une chasseuse de dieux. Jusqu'au jour, elle tombe sur une petite fille, une petite héritière, qui s'est liée d'amitié avec donc un petit dieu des mensonges, White Lies, ils appellent ça comme ça. Et ce petit dieu, Kison se rend compte qu'elle peut pas le tuer parce que il a perdu son shrine, donc son espèce de tombeau. Et ils doivent aller chercher, cet endroit-ci. Et du moins, elle doit chercher une solution pour sauver cette gamine qui se retrouve un peu sans le dessus-dessous, et voir un peu comment gérer la situation. Il y a d'autres problématiques, je vous en parlerai un peu plus dans le book, dans mon update lecture, mais c'est assez sympa. Moi j'accroche plutôt bien, c'est très dans l'action. Pour l'instant il n'y a pas d'histoire d'amour et ce genre de choses, ça a l'air d'être plutôt action, fantasy, plutôt de la young adulte dans mon sens. Voilà, c'est pas non plus d'une violence extrême, mais la langue est assez riche en anglais, donc ça c'est assez sympa, mais c'est ma petite lecture en cours. La deuxième lecture est une lecture que je voulais faire. Alors, c'est pas forcément le livre que je voulais lire de l'autrice en priorité, mais il ne l'avait plus. Je voulais m'acheter les Yellowface, et en fait, c'est un tel succès en Angleterre qu'il n'avait plus que les hardbacks, et la jeune femme me disait que c'est continuellement, en fait, dès qu'ils en remettaient en stock, ils en avaient plus. Donc, on est allé les acheter à Ashford, qui est une petite ville, mais qui est quand même une ville assez importante du Sussex, ou du Kent, je ne sais plus, du Sussex, il me semble. Et donc voilà, elle l'avait pas et j'allais pas investir dans du hardback, donc j'ai pris Babel de R.F. Kuang. Alors vous savez que R.F. Kuang, moi, La Guerre du Pavot, j'ai dû la lire en anglais, et cette série, et j'ai adoré, et j'avais envie de découvrir Babel, notamment parce que je sais pas trop de quoi Babel parle, hormis de son thème, c'est-à-dire la colonisation, la réception de la langue et ce genre de choses, a priori. Le résumé nous dit qu'on se trouve à Oxford en 1836,
Donc on suit un orphelin ou une orpheline qui a été ramené en Angleterre et qui va voir dans cette tour de Babel un paradis, mais va vite se rendre compte que c'est une prison. Ça parle beaucoup de la traduction, des langues, de l'appropriation et ce genre de choses. Donc j'ai hâte de lire. C'est quand même un gros pavé, mais c'est un tome unique et j'espère que ça va me plaire et que ça va pas être trop difficile à lire en anglais. J'ai l'impression que Babel, ça a l'air d'être un peu son texte le plus dense, mais j'ai hâte. Surtout s'il y a des trucs de translation, il va falloir que je prenne sur un petit dictionnaire pour m'aider sur certains mots, je pense. Ensuite, je l'ai pris un texte de... C'est pas de l'imaginaire, c'est un texte qui me tente beaucoup parce que je n'ai pas vu la série, mais j'adore les deux acteurs. Il faut que je la regarde, mais j'avais envie de lire le livre avant. C'est un très très gros succès à l'étranger et que j'avais envie de lire en anglais. Je pense qu'il a été traduit en français, mais je voulais vraiment le lire en anglais parce que je pense que c'est un texte où les mots ont été extrêmement bien choisis. C'est Normal People de Sally Rooney. Normal People, c'est quasiment de la romance contemporaine, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui est un peu une outcast, une nana qui est pas très très bien vue dans son lycée. Donc elle s'appelle Marianne, ils vivent, alors ça se passe en Irlande en plus, donc ça me plaît énormément déjà de ce principe-là. Je suis fascinée par l'Irlande, en ce moment je ne regarde que des séries irlandaises, et cette jeune femme, donc elle est un peu mal vue, et on va suivre aussi un jeune homme qui s'appelle Connell, donc ils ont grandi dans la même ville, et lui il est plutôt dans les populaires, a priori. Et ils vont tomber amoureux, ce que j'ai compris, mais ça va se passer, ça va être plus dur qu'ils ne le pensent, voilà, tous les deux, du fait de leur statut dans le lycée, je pense que ça suit aussi après. Je pense que je vais chialer ma mère, voilà, je pense que ça va être très très beau et très très triste, mais comme j'adorais les deux acteurs, j'avais vraiment envie de le découvrir, et pour le coup, je pense que ça va parler d'amour, mais de façon intéressante, donc j'ai très très hâte. Ensuite, j'ai pris une duologie. Donc le deuxième tome vient juste de sortir en anglais a priori, parce qu'il était en tête de gondole. Je pense que c'est les plus durs à lire ceci. C'est de la fantasy. Alors l'auteur, en réalité, est d'origine jamaïcaine. Et donc c'est une fantasy qui est inspirée un petit peu des mythes de ce pays-ci. C'est Black Leopard and Red Wolf, Moon Witch et Spider King, donc de Marlon James. Je sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est de la fantasy qui n'est pas une fantasy européenne, qui est très bien écrite. Il est dit que Tracker est un chasseur qui est connu dans les 13 royaumes, qui a du nez, tu vois, qui est quelqu'un qui est connu pour ses capacités et qui travaille tout seul. Et un jour, il brise une règle quand il rejoint un groupe. Et donc dans ce groupe, il y a des gens qui sont un peu étranges, dont un géant et une sorcière qui est une change-forme, c'est-à-dire qu'elle arrive à se transformer en léopard. J'ai très 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 hâte. Alors j'ai simplement peur du vocabulaire, dans le sens que souvent dans les fantaisies, et je suis en train de lire le Trône de Jasmin en ce moment, il y a beaucoup de noms qui sont donc inspirés de ces pays-ci, et donc moi j'ai pas forcément en anglais de base, donc je pense qu'il va y avoir forcément des traductions, mais ça a l'air très très cool et j'ai tellement hâte. J'adore les éditions, elles sont tellement belles. De toute façon, franchement, quand vous rentrez dans un Waterstone, c'est pas qu'on pleure sur les librairies françaises, mais qu'est-ce qu'elles sont belles les couvertures, qu'est-ce que c'est bien rangé. Je sais pas, les Anglais, ils ont une façon de présenter leurs livres, ça me donne j'ai toujours envie d'acheter toute la librairie, ce qui est beaucoup moins le cas en France maintenant. Et ils ont quand même des beaux rayons d'imaginaire pour le coup. Et où j'ai quand même noté là où j'étais, la romantaisie était dans un genre ils avaient une colonne avec que des textes de romantaisie et tout. La fantasy était dans un autre coin et la young adulte, ils segmentent vachement plus que nous, j'ai l'impression. Et enfin, en anglais, j'ai pris ce livre parce qu'il était en fait dans les... Tu sais, il y a toujours des tables de mise en avant. Et j'aime bien les tables de mise en avant. Et en fait, vous allez dire que c'est bête. J'ai fait c'était une petite photo sur Insta où il fallait marquer toutes les autrices qu'on avait lues. Et elle était dedans et je ne l'ai jamais lue. Et c'est Shannon Chakraborty. Voilà, je ne sais... La meuf ne sait pas lire un nom de famille. C'est The Adventure of Amina Al-Sirafi. Tout simplement parce que ça a l'air d'être de la fantaisie qui s'inspire du Maghreb, à mon sens, ou du Moyen-Orient. Alors c'est le premier livre d'une trilogie de magie, des objets, des artefacts qui sont interdits et d'anciens secrets.
et une femme qui cherche à tout faire pour écrire sa propre légende. Moi, ça m'avait tenté quand j'avais lu ça. Et je me suis dit, au moins la nana, je vais pouvoir découvrir son travail. Regardez-moi ces couvertures. Qu'est-ce que c'est beau. On s'arrête 5 minutes pour dire que c'est beau tout ça. Voilà. Je sais pas si les Anglais sont aussi... Alors déjà, est-ce que c'est obligatoire chez eux de mettre où c'est imprimé? Ça, c'est... Ah, bah c'est la nana qui a écrit La Cité de Laiton. C'est le livre que vous me recommandez extrêmement souvent. Bah voilà, je pense que ça va être bien, parce que sachant que vos avis sur La Cité de Laiton, où vous êtes très très hypé. Et tu vois, c'est imprimé en Angleterre. En plus, du Made in England. Alors, pour les Anglais, on a terminé. J'ai été correcte, je trouve, parce que sincèrement, je pensais que j'allais ramener des kilos et des kilos, mais je me suis dit, il y a les Imaginales à la fin de l'année, et surtout, c'était un petit Waterstone, donc il n'y avait pas non plus, c'est pas comme si tu vas à Belfast ou si tu vas, je sais pas, la dernière fois où je suis allée à Glasgow, ils ont un très 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 grand Waterstone où il y a beaucoup de choix. Là, c'était un peu un Waterstone de ville moyenne. J'ai fait dédicacer beaucoup de livres que j'avais déjà. J'ai vu John Gwynne, on en parlera, mais c'était extraordinaire, voilà. Mais j'ai profité pour dédicacer des bouquins que j'avais et d'acheter d'autres livres. Alors, des livres que j'ai fait dédicacer, soit parce que j'ai eu le temps jeudi de m'y précipiter, soit surtout parce que j'ai envoyé d'autres personnes les faire dédicacer à ma place parce que j'ai pas le temps quand je suis en salon. Mais le premier livre qui me tombe sous la main, et qui est dédicacé pour le coup, je ne l'aurais pas acheté s'il n'était pas là. Et que, sincèrement, je me suis dit, bon, c'est peut-être un signe du destin. Voilà, c'est un livre qu'on me recommande tout autant qu'on me recommande pas du tout. J'ai envie de retenter cet auteur en me disant que le texte que j'ai lu de lui, qui n'était pas un texte mauvais, hein, mais c'était pas non plus un coup de cœur, loin de là, me conviendrait peut-être un peu plus. Je me suis donc pris Les Furtifs de Damasio. Damasio qui était en dédicace, il y avait beaucoup de monde, et mon amie Mélina m'a gentiment fait dédicacer grâce à son biais ce petit livre. En plus, voilà, j'ai une petite dédicace très très sympa, mais je suis contente d'avoir un livre. Et puis voilà, j'ai un livre dédicacé de Damasio dans la bibliothèque. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'heures de queue pour ça, donc voilà, j'étais tout à fait contente. C'est une petite bricasse, mais je suis sûre de ne pas le lire maintenant. Je suis sûre de le lire plutôt cet hiver, pour le coup, quand il va faire très froid, même si j'ai un pull au mois de mai et qui fait très froid, mais pas aussi froid que le plein hiver normand. Mais j'ai hâte de le découvrir, parce que Les Furtifs, à ce que j'ai compris, ça réinterprète un peu le mythe du vampire. J'ai pas trop voulu en savoir, mais je crois que c'est y a des races différentes et ce genre de choses, et ça doit questionner un petit peu ça. Voilà, je sais pas, mais on m'a toujours vendu un peu comme un truc de réinterprétation vampirique. Est-ce que la personne qui me l'a recommandé a tout faux? Je sais pas, mais c'est comme ça qu'on me l'a vendu, donc ça me tentait un petit peu. Alors, un livre que je n'ai pas du tout pu faire dédicacer parce que la personne est morte depuis très longtemps, voilà, c'est compliqué, mais il me faisait très très envie, et quand je l'ai vu, je dis enfin, parce que je l'avais noté, et j'ai dit j'espère que Memnos vont en avoir. Alors Memnos, ces éditions sont magnifiques, franchement, ils ont refait leur dos, c'est vraiment très très beau. Je me suis pris le deuxième cycle, donc The Witch World, le cycle des trois d'André Norton. Vous savez, André Norton, je vous en ai parlé, hein, c'est une des figures de l'écriture féminine de l'imaginaire, comme on va dire... comme l'autrice de La Balade de Perne et André Norton, j'avais adoré ce premier tome, le cycle de Simon, qui est un isekai à la base, donc c'est-à-dire que c'est un personnage qui est envoyé dans un autre monde. C'est un truc que je déteste vraiment, mais j'ai adoré parce que ces bouquins-ci sont une des premières représentations de personnages féminins forts en littérature d'imaginaire. Donc c'est pour ça aussi que je les lis. C'est une figure de sorcière, et donc là on va suivre les enfants de la première génération. Memnos a acheté tous les droits jusqu'à ce tome-ci. Il y en a d'autres après. Ils ne savent pas s'ils vont continuer ou pas après, mais j'ai tellement hâte. Parce que l'univers est... Bon, c'est de la vieille fantasy à maman. Voilà, je dirais pas des fantasy à papa, mais j'aime beaucoup parce que c'est très engagé. C'est vraiment des textes à mettre dans leur contexte et de se dire c'était tellement en avance par rapport à l'époque. Franchement, c'est sidérant parfois. Ensuite, pareil. Là, c'est Arnaud Cazel qui est venu le faire dédicacer, qui me l'a offert gentiment en plus. Donc j'étais un peu bloquée dans cette série-ci, et j'avais envie de la continuer. Bon, j'avais déjà une dédicace de cet auteur, mais on ne refuse jamais une dédicace de Jaja. Donc j'ai pris Chasse Royale, donc le tome très compliqué, les cycles, les éditions avec Jaja. T'as un premier cycle de Même pas mort, et t'as le deuxième cycle. Donc le deuxième cycle, il est coupé en plusieurs tomes, et j'avais pu n'avoir que le deuxième tome du deuxième cycle parce qu'il était plus disponible quand j'avais vu Jaworski l'année dernière à Redon. Et donc là, j'en ai profité pour continuer cette saga qui est une saga de celtique.
Voilà, et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de recherches, c'est assez pointilleux, et j'ai beaucoup moins de mal avec, parce que le personnage de Benvenuto avec l'autre saga de Jaworski, mais voilà. J'ai lu, Folio a refait tous ses dos, alors ils sont bleus, c'est pas moche, mais le problème c'est que ça va pas du tout aller avec ma bibliothèque, parce que ça va me faire des trucs dans ma... Voilà, et je trouve ça bizarre le décalé en résumé. Ouais, je préférais. Alors, autant j'adorais les folios ancienne édition. Je suis pas convaincue par ces nouvelles éditions. On verra ça. Voilà, au niveau de la lecture. Mais par contre, les refontes graphiques sont très belles. Mais le reste me plaît moins. Ensuite, alors là, ça c'est mon craquage aussi. Pareil, c'est chez Folio SF. Je les ai achetés parce que j'ai lu sur vos conseils une saga que j'ai adorée. Du moins, le premier tome, je l'ai bouffé. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas enchaîné 800 pages dans la journée comme ça. Qui s'appelle Le cycle de Sif. Et donc, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 à l'auteur, qui m'a en plus offert une très belle carte. J'ai oublié de vous dire, mais Nina m'a offert ce magnifique bracelet, Nina Quill, pour les Imaginales aussi. C'est un texte qui rappelle un peu Robin Hood parce que le premier tome est construit comme du roman initiatique, et donc on suit un jeune orphelin qui est tombé amoureux de la seule fille qu'il côtoie en fait dans l'espèce d'orphelinat, du moins chez la nana qui les recueille, qui est une vieille dame, une vieille veuve plutôt. Et pour la séduire, va voler des petites choses, voilà, pour lui offrir des cadeaux. Et il va se faire chourer. Et il va être arrêté par un garde qui va le prendre sous son aile pour devenir une sorte d'espion. Et le pauvre garçon, déjà, il rêve de choses un peu étranges. Et surtout, il y a des choses extrêmement sanglantes qui se passent autour de lui. Et il se retrouve fourré dans des problèmes à chaque fois un peu plus. C'est un texte que j'ai adoré. Voilà, j'adore le personnage principal. J'adore, parce que je pense que ça touche ma corde sensible, voilà, d'amatrice de Robin Hood, mais j'adore l'univers, les personnages. C'est un bouquin j'ai été surprise, je me suis sentie trahie comme le personnage, et j'ai trouvé les personnages attachants. Il y a des tropes de la fantaisie un peu à la papa dedans qui sont présents, mais qui sont réinterprétés, et il y a tout un truc sur la narration voilà, qui est présente. Et dans le premier tome, on le suit, il est assez jeune, mais a priori, l'auteur m'a dit qu'il y a une ellipse, et donc il est un peu plus vieux dans le prochain tome. C'est une saga qui était prévue en 7 tomes, potentiellement qui sera en 6 tomes. Donc j'ai très très hâte, et le 4e vient de sortir, il était disponible en grand format, donc aux Imaginales, mais moi je lis qu'en poche, parce que je suis un petit rat, et c'est surtout que j'ai les premiers en poche, donc je ne vais pas changer. Ensuite, je me suis pris un petit recueil de nouvelles, parce que c'est une thématique que vous allez retrouver dans un autre livre que je vais vous présenter, parce que c'est un peu une passion dans la vie. Je voulais tester pour le coup, et c'est du steampunk, et j'ai beaucoup aimé 3 des 4 nouvelles présentes. C'est donc Gastronomie et exploitation coloniale, anthologie de nouvelles steampunk, le volume 5, chez Auneroy. Alors Auneroy, c'est la maison d'édition chez laquelle Arnaud est aussi édité. Donc voilà, Arnaud, Nous regrettons édité chez nous, et un autre texte édité chez Auneroy. Et Auneroy est spécialisé plutôt dans le steampunk. Et j'avais envie de tester leurs petites anthologies parce que j'aime beaucoup les sujets qui sont choisis. Je l'ai choisi parce qu'il y a Yasmine Jebel qui écrit dedans. Et surtout, la bouffe et le steampunk, voilà, et l'exploitation coloniale. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. C'est des petites anthologies à 10€ qui sont très sympas, et j'ai passé un très bon moment de lecture, je vous en parlerai. Mais voilà, j'avais envie d'acheter des petites nouvelles, c'est ma nouvelle passion. Toujours parler de bouffe. Et le deuxième livre que j'ai pris en rapport avec la nourriture, c'est un livre dont je vous ai parlé récemment, et j'ai craqué, j'ai pas attendu la sortie poche parce que j'avais vraiment envie de le lire. C'est Les Fourneaux de Crashmore, donc de Raphaël Bardas, donc toujours chez Memnos, qui, je veux pas trop en savoir, mais où la nourriture a une place assez importante. Et je crois que c'est l'histoire de personnes qui vont se mettre dans le pétrin et qui vont devoir cacher leur identité. Voilà, et je pense que ça va passer par les cuisines et ce genre de choses. Improvisent cuisiniers et comédiens itinérants, ils peuvent compter sur leur bonne humeur et leur inventivité culinaire pour se sortir des galères. Bon, bref, c'est dans le même univers que Les Chevaliers de Tintamarre, que je n'ai pas lu de cet auteur-ci, mais c'est pas du tout le même ton, le même genre d'histoire, donc j'ai très très hâte. C'est un tome unique, normalement. Et voilà, on va parler de bouffe, donc moi je serais contente. Voilà, je serais contente. Et j'aime beaucoup cette fantaisie gourmande, tu sais, qui se prend pas la tête, où il n'y a pas des combats à mort. J'aime bien aussi la fantaisie un peu tranquille.
Ensuite, je me suis pris ce livre parce que j'avais oublié de prendre les autres livres de l'auteur et c'est le seul que je n'ai pas lu de lui, je pense. Je crois qu'il a un autre livre chez Critique que j'ai pas lu, mais c'est donc Lionel Davoust. Je me suis pris Port d'âme qui est dans le même univers que Les Dieux Sauvages, mais à une autre temporalité où on suit Ruiz Ap Khalidan, qui a été condamné lors de son adolescence à 8 ans de servitude dans la marine. C'est un ancien noble qui, lorsqu'il revient à 22 ans de sa condamnation, a tout perdu, ses titres de noblesse, sa demeure et ce genre de choses. Il va essayer de se refaire, il va vite se rendre compte que ça va être plus difficile qu'il ne le pense. Voilà, j'ai beaucoup de bons avis sur cette série a priori, j'ai beaucoup eu de bons avis sur ce tome, donc voilà, je l'ai pris pour ça. Je me suis pris aussi parce qu'il est de l'autre côté. Ah non, il est par terre. J'ai juste à me baisser. Je vais le faire parce que je suis pas non plus une flemmarde à ce point-là. Ce livre-ci, je ne l'aurais jamais, mais quand je vous dis je ne l'aurais jamais acheté si l'éditrice de Léa et surtout Jean-Laurent Delsecours ne m'avaient pas tanné pour me dire que c'était super bien. D'autant plus que, en fait, c'est marketingment parlant, c'est un livre sur lequel je ne serais jamais retournée parce que c'est un livre qui a été marketé comme de la romantaisie, c'est un cas d'école, mais qui, a priori, n'est pas du tout de la romantaisie. Je viens de le lire, je ne vois pas le lien avec la romantaisie. Donc je pense que l'éditeur a clairement voulu faire un texte à vendre, mais il s'est un peu trompé de cible. C'est donc Le Trône de Jasmin. Alors vous voyez, il est rose. Voilà, il est rose, il est brillant. Et il y a Jasmin. Il y a tout ce que je fuis d'habitude. Je l'ai payé très cher, il est à 33 €. Mais vraiment, j'en ai entendu beaucoup de bien de personnes qui lisent beaucoup d'imaginaire. Donc voilà, et je l'ai commencé et pour l'instant ça me plaît beaucoup. Il y a une petite romance, on m'a dit, dans l'histoire, mais c'est vraiment un truc de fond, c'est pas du tout de la romantaisie. On l'a quand même comparé au Trône de Fer, tu vois, donc quand même. C'est de la fantaisie qui s'inspire de l'Inde. On va suivre une jeune fille, alors au tout début du récit, qui s'est sortie de sa condition de mendiante et qui travaille pour le roi en place, et qui essaye de sauver le plus d'orphelins possible parce qu'il y a une maladie qui est présente, où il y a des espèces de fleurs qui poussent sur la peau et qui tuent beaucoup de gens. Et le seul moyen de s'en débarrasser de cette maladie, c'est le bois sacré. Donc voilà, j'en ai lu 50 pages, l'univers a l'air assez dense en termes de world building. Et tout ce qu'on sait actuellement, parce que je ne savais pas de quoi ça parlait, c'est que le roi en place brûle des femmes. Voilà, il y a des femmes qui se sacrifient et qui brûlent. Jeune princesse de l'ancien régime qui va être esclavagée d'une certaine manière, à ce que j'ai compris, qui est droguée de force, et voilà, j'en sais pas plus pour l'instant, et sincèrement j'ai pas envie d'en savoir plus parce que je suis assez conquise par déjà la plume est très belle, mais l'univers me plaît beaucoup, notamment parce que on sent l'univers indien, les références, et les personnages sont assez chouettes et l'univers a l'air assez dense et cool. Mais le marketing, c'est ce qu'on disait, c'est compliqué parce que je peux comprendre qu'on puisse faire un marketing qui essaye de vendre parce que c'est ce qui vend en ce moment, ce genre de livre-ci. Mais en fait, ce bouquin, il a été pensé pour des lecteurs comme moi. Sauf que des lecteurs comme moi n'achètent plus ce genre de livre-ci. Et c'est beaucoup de jeunes filles, on le voyait sur le stand parce que l'autrice était là et j'ai pas pu le faire dédicacer parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est pas du tout de la romantaisie, mais en même temps, le livre fait croire que c'est de la romantaisie par son design et ce genre de choses. Donc je pense que c'est quand même une prise de risque marketing, on en parlera, je pense que ça doit être un bon cas d'école là-dessus, mais je suis très surprise par le choix éditorial pour le coup, parce que je pense que ça peut décevoir les gens qui l'achètent parce que c'est pas ce qu'ils cherchent, et les gens qui sont intéressés par ça ne se tournent plus du tout vers ce genre de marketing, donc c'est un peu bizarre. Et enfin, je me suis pris l'anthologie des Imaginales qui est publiée chez Le Diable Vauvert cette année. Donc c'est Memento Mori, tout simplement parce que c'est la mort, le sujet, et qu'il y a beaucoup d'auteurs qui m'intéressent. Donc il y a David Brie, Alain Damasio, Lionel Davoust que j'ai eu, Jean-Laurent, Ariel Holtz. Il y a pas mal d'autrices aussi que j'ai pas encore lues. Donc ça va me permettre aussi de découvrir des plumes, notamment Anatrice, vous êtes pas mal à me recommander, et en même temps vous me dites qu'il y a beaucoup de romances et que ça risque pas de me plaire, mais si j'accroche à son petit style, peut-être que je commencerai la Guilde des Ombres, mais très hâte. Et puis comme le sujet, moi tout ce qui est morbide j'aime bien, j'ai très hâte de lire, et il faut savoir que j'adore la couverture, le travail d'affiche des Imaginales de cette année était extraordinaire. C'est Daria Schmidt qui fait les couvertures, et franchement elle a un talent, mais un talent de dingue, un talent de dingue.
Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes acheté. Juin, juillet, août, je risque d'acheter beaucoup moins de bouquins, quoi. Je vais descendre ma palle. Là, c'était vraiment l'occasion et j'achète beaucoup en salon maintenant. J'achète beaucoup moins sous d'autres angles parce que j'aime bien rencontrer les auteurs, que j'aime bien ce côté, il est là, il me tente pas, je le prends pas. Voilà, j'aime cette ambiance-ci. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, hein, voilà.